Vous connaissez naturellement le dicton populaire « On lui donnerait le bon Dieu sans confession ». Cette expression s'applique aux personnes dont la personnalité et le comportement inspirent confiance. Des gens au-dessus de tout soupçon, des gens incapables de faire le mal. Mais dans certains cas, comme nous allons le voir dans cette affaire, ces personnes apparemment irréprochables peuvent dissimuler dans le tréfonds de leur âme les plus noirs desseins. Jennifer Holmes n'oubliera jamais le Super Bowl de 2001. C'est ce jour-là qu'elle a rencontré son mari. Ils étaient tous les deux invités à la même fête. Il avait de beaux cheveux, une veste en cuir et un sourire à tomber. Il s'est approché et il m'a dit « Salut, je m'appelle Steven ». Je lui ai répondu « Moi, c'est Jen ». Un an plus tard, le couple se marie. Steven, 29 ans, devient comme un père pour le fils de Jen. Et le couple envisage d'avoir des enfants ensemble. Sur le plan professionnel, j'avais remarqué qu'il était le plus heureux des hommes quand il travaillait dans un restaurant. Steven est le directeur adjoint d'un restaurant à Saint-Pétersbourg, en Floride. Il travaille beaucoup, parfois jusqu'à tard dans la nuit. Il m'a appelé à 22h18. Il m'a dit « Je voulais juste te prévenir que je vais rentrer tard ce soir parce qu'il y a eu une fête de dernière minute. Je viens à peine de fermer, les clients partent à l'instant. » Vers minuit, un dératiseur pénètre dans le restaurant avec sa propre clé. C'est là qu'il a vu des traces de pas ensanglantés et qu'ensuite il a découvert le corps sans vie de M. Holmes. Steven Holmes a été poignardé. Je n'avais jamais vu une scène de crime aussi horrible. C'était vraiment une scène épouvantable. Le tueur s'est visiblement acharné sur sa victime. Steven a été poignardé une 40aine de fois. Quand on parle de meurtre, bien souvent on pense à quelqu'un qui s'est fait tirer dessus ou qui s'est pris un coup de couteau. Mais là, c'était d'une grande violence. Il avait presque été décapité. On n'aurait jamais pensé que ça pouvait arriver à notre fils. On se dit, quoi? Non, c'est impossible à croire. On n'arrive pas à croire que ça ait pu arriver. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'un braquage qui a mal tourné. Il manque à peu près 8 000 $ dans le coffre-fort du directeur. C'est beaucoup plus que la somme habituelle, car ce soir-là, le restaurant vendait des chèques cadeaux de 100 $ pour les fêtes de Noël. C'est un restaurant et on était en plein mois de décembre. C'est une période de l'année assez chargée. On s'est dit que c'était la raison pour laquelle le tueur avait frappé à ce moment-là. Le dératiseur qui a trouvé le corps est le suspect numéro 1, mais il est rapidement mis hors de cause. Il avait un comportement normal et il n'y avait aucune trace de sang ou de lutte sur lui. Il était clair qu'il n'avait absolument rien à voir avec cette affaire. Par chance, le restaurant est équipé de plusieurs caméras de surveillance. On a vu qu'il y avait une caméra dans l'entrée. Donc on s'est tout de suite dit qu'il y avait de fortes chances pour que l'agression ait été filmée et que ça nous permettrait de savoir à quoi l'agresseur ressemblait, sa stature, ses origines, sa couleur de peau. Mais les enquêteurs déchantent vite. Toutes les caméras sont reliées à un seul magnétoscope et celui-ci a disparu. Il ne restait plus rien. Les fils avaient été coupés et le tueur avait emmené le magnétoscope. Il n'y a aucun signe d'effraction. Un client se serait-il caché dans le restaurant jusqu'à la fermeture pour le cambrioler? Il est tout à fait possible que le suspect soit resté caché dans les toilettes jusqu'à la fermeture. Il pouvait très bien fermer la porte des toilettes et monter sur la cuvette. Si le tueur est un client, il y a donc des dizaines, voire des centaines de suspects potentiels. Les amis, la famille et les collègues de Steven Holmes ne comprennent pas pourquoi il a été assassiné. Le restaurant n'a jamais été attaqué avant cette nuit-là et il est situé dans un quartier plutôt calme. En général, les braqueurs ne s'acharnent pas comme ça sur leurs victimes. On rencontre rarement de telles blessures dans un braquage à main armée. Le meilleur ami et collègue de Steven, Wilson Sentil, est l'un des premiers à présenter ses condoléances à la famille.
J'ai entendu des gémissements. Je suis entré et là, j'ai vu Wilson dans le salon en train de pleurer. Ma femme l'a consolé, elle l'a pris dans ses bras et elle lui a dit « Pense au sourire de Steven, je suis sûr qu'il pardonnerait à celui qui lui a fait ça. » Et il s'est mis à pleurer de plus belle. Nous l'avons vu, avant de prendre la fuite, le meurtrier a pris soin d'arracher les fils du magnétoscope afin de soustraire aux policiers les vidéos enregistrées par les caméras de surveillance du restaurant. Mais d'une manière plus générale, la vidéosurveillance est-elle une arme efficace contre le crime? La question fait débat en Grande-Bretagne, le pays qui compte le plus d'installations au monde. En effet, grâce à près de 5 millions de caméras implantées dans les grandes villes, un Britannique sur 14 est chaque jour filmé, le plus souvent à son insu. Alors, en dehors du coût exorbitant que représente la mise en place et la gestion du dispositif, il semble que les résultats soient mitigés. Car la diminution des délits varie en fonction de la catégorie des crimes. Si les cambriolages, les vols de véhicules, les actes de vandalisme ont chuté de façon spectaculaire dans les quartiers sous vidéosurveillance, les homicides, les crimes sexuels, les agressions violentes ou les délits relatifs à l'usage de drogue ont, eux, augmenté de 106% durant ces 20 dernières années. Ce qui a fait dire à un responsable de Scotland Yard que cette politique anticriminalité s'était soldée par un fiasco. Pour en revenir maintenant à notre affaire, le lendemain du meurtre de Stephen Holmes, un homme qui travaillait en face du restaurant contacte la police pour lui communiquer une information. Cet individu nous a raconté qu'il avait vu un pick-up blanc avec une bande horizontale sortir en trombe du parking du restaurant peu avant l'arrivée de la police. Le témoin indique que la scène s'est produite aux alentours de 23 heures, ce qui correspond plus ou moins à l'heure à laquelle Steven a été tué. Il nous a donné une description très détaillée. Le véhicule était équipé d'un silencieux. Il y avait des bandes peintes sur le côté. C'était un petit pick-up blanc. On avait une description précise. Pendant 2 jours, les policiers contrôlent des dizaines de véhicules qui correspondent à cette description. Ils cherchent des traces de sang à l'intérieur et vérifient si les conducteurs ont des blessures récentes. C'est alors qu'ils essuient un nouveau revers. Le témoin affirme maintenant qu'il a tout inventé. Il voulait impressionner sa copine. C'est aussi simple que ça. Ce n'était pas très intelligent. Ça nous a fait perdre une semaine de travail. Et c'était très décevant. La famille et les amis de Stephen Holmes commencent à faire leur deuil. De son côté, la police se demande si quelqu'un avait des raisons de vouloir le tuer. À ma connaissance, aucune des personnes qu'il connaissait n'aurait pu lui faire du mal, surtout avec autant d'acharnement. On avait interrogé la plupart de ses amis, des membres de sa famille et de ses collègues. On n'a pas trouvé une seule personne qui disait du mal de lui. Les blessures de défense montrent que Steven a lutté contre son agresseur jusqu'à la fin. Il avait plus de 24 blessures de défense, si je me souviens bien. Il avait une vingtaine de blessures au niveau du cou et du visage. Il était clair qu'il avait lutté. Ils avaient commencé à se battre dans la cuisine. Et ensuite, ils s'étaient battus dans le couloir et devant la porte du bureau. Et la bagarre s'est terminée dans le bureau. Il semble que Steven ait tenté d'aller se réfugier dans son bureau. Des traces de coups de couteau ont été retrouvées sur la porte. Il y avait une importante quantité de sang sur cette porte. Il y en avait encore plus par terre, à tel point que la victime pouvait très bien avoir glissé dans son propre sang. Le tueur a laissé des dizaines de traces de pas. Malheureusement, aucune d'entre elles n'est assez nette pour établir une comparaison. Le tueur avait sans doute sous la main des bottes en caoutchouc ou le genre de bottes qu'on utilise pour faire le ménage. Ou alors il les portait lorsqu'il a quitté la scène de crime. Mais il semble que le tueur ait laissé des preuves lorsqu'il a emporté le système de vidéosurveillance. Le suspect était obligé d'enjamber l'homme qu'il venait de tuer. Le magnétoscope était en hauteur, au-dessus du bureau. Donc, à mon avis, il est certainement monté sur le bureau pour pouvoir couper les fils et prendre le magnétoscope.
Sous l'étagère, les enquêteurs trouvent une chemise en carton sur laquelle ils découvrent quelque chose. On l'a regardé d'un peu plus près et on a vu qu'il y avait une empreinte ensanglantée. Là, M. Carlyle et moi, on s'est regardé et on s'est dit, on le tient. Le tueur l'a-t-il fait tomber lorsqu'il a volé le système de vidéosurveillance? L'empreinte était de l'autre côté de la chemise, ce qui signifie que quand l'agresseur est parti, il n'a probablement pas vu qu'il laissait cet indice derrière lui. Mais il s'agit d'une empreinte partielle et elle n'est pas nette. Avec le technicien, on ne savait pas trop quoi faire. Je me suis dit que je pouvais l'utiliser à condition qu'elle soit plus nette. Et je lui ai rendu. Cette manipulation n'est pas sans conséquences. Ça impliquait qu'on ne pourrait pas extraire l'ADN du sang sur l'empreinte. La police décide pourtant de prendre ce risque. Les experts vaporisent sur l'empreinte du noir amido, un colorant chimique qui réagit aux protéines contenues dans le sang. Le technicien a travaillé encore un peu dessus, jusqu'à ce qu'on décide qu'on n'obtiendrait pas de meilleurs résultats. Grâce à ce procédé, ils obtiennent une empreinte digitale partielle. Celle-ci est entrée dans la base de données nationale, mais cela ne donne aucun résultat. Je l'ai passé dans le système d'identification des empreintes. Je n'ai trouvé aucune correspondance. Il n'y a pas suffisamment de points de comparaison pour que l'ordinateur effectue la recherche. L'empreinte ne donne rien et il n'y a plus d'ADN à analyser. L'enquête semble dans l'impasse. Dans ce genre de situation, on respire un bon coup et on continue à chercher. Afin de trouver le meurtrier de Stephen Holmes, les enquêteurs veulent s'assurer qu'aucun indice ne leur a échappé au restaurant. Le meurtre a eu lieu dans le bureau de Stephen, à l'arrière du restaurant, mais ils remarquent des petites gouttes de sang sur le plan de travail, près de l'évier dans la cuisine. C'était proche de la scène de crime, mais suffisamment loin pour que ce soit éventuellement le sang du suspect. Les analyses révèlent qu'il ne s'agit pas du sang de la victime. Quelqu'un qui saignait s'était tenu au-dessus de ce plan de travail et le sang avait coulé dessus. Si le sang est bien celui de l'assassin, pourquoi ne l'a-t-il pas nettoyé avant de partir? Ces gouttes de sang, que l'on appelle traces passives, ont été laissées par quelqu'un qui était immobile au-dessus du plan de travail. Peut-être parce que le tueur s'est lavé les mains dans l'évier. Lorsqu'il y a lutte avec une arme blanche, il arrive souvent que le couteau glisse de la main de l'agresseur et qu'il se coupe. L'analyse des traces de sang sur une scène de crime est révélatrice du mode opératoire de l'assassin. Elle peut également donner de précieuses informations sur le meurtrier lui-même. Car dans le cas d'une attaque à l'arme blanche, il n'est pas rare que l'agresseur se blesse et mêle son sang à celui de la victime. En dehors d'une analyse biologique, les experts sont alors capables de différencier l'origine des taches. Celles laissées par l'agressé se présenteront sous forme de projections et d'éclaboussures, tandis que celles laissées par le meurtrier apparaîtront le plus souvent sous la forme de petites taches rondes tombées à la verticale sur le sol. Dans l'affaire qui nous intéresse, ces taches permettront-elles de faire progresser l'enquête? Il est possible d'extraire un profil ADN de ces gouttes de sang. Mais comment exploiter cet indice? Puisqu'il n'y a pas eu effraction, l'assassin peut très bien être un employé. La police demande alors aux employés du restaurant de fournir un échantillon d'ADN, ainsi qu'un relevé de leurs empreintes. Ils vérifient également si l'un d'entre eux a des blessures sur les mains. Ils ont décidé d'appeler tous les employés et de relever leurs empreintes. Au moins après ça, ils pouvaient les éliminer de la liste des suspects. Si quelqu'un avait refusé, ça aurait mis la puce à l'oreille des enquêteurs. La police voit tous les employés, mais aucun d'entre eux ne semble avoir de blessures sur les mains. En voyant ça, les enquêteurs se sont dit que le tueur n'était sûrement pas un des employés. On devait le faire pour faire avancer l'enquête. Cela dit, je ne m'attendais pas à ce que ça donne quelque chose.
Ils prennent tout de même soin de prendre les empreintes de tous les employés. Normalement, on fait ça sur la partie plate du doigt. Mais l'empreinte que j'avais était plutôt sur le côté. Du coup, pour être sûr d'avoir la bonne zone, j'ai dû faire tourner chaque doigt des employés sur la feuille. Et là, surprise, l'empreinte trouvée sur la chemise en carton correspond à celle de l'un des employés. Un homme que ni les enquêteurs ni la famille de Steven n'auraient jamais soupçonné. Il s'agit de Wilson Sentil, l'agent d'entretien du restaurant et meilleur ami de Steven. La famille de Steven n'en revient pas. Les deux hommes travaillaient souvent tard le soir ensemble. Steven emmenait des CD que Wilson appréciait. Il les mettait et on les entendait dans tout le restaurant. Ils écoutaient cette musique tout en travaillant. Wilson Sentil a assisté aux cérémonies en mémoire du défunt. Il a serré dans ses bras la famille et il a pleuré quand il le fallait. Pas de problème entre eux. Nous n'avions aucune raison évidente de le suspecter. Les enquêteurs continuent sur cette piste et comparent l'ADN de Sentil à celui retrouvé sur le robinet et le plan de travail de la cuisine. Les 6 profils ADN masculins retrouvés sur la scène de crime correspondaient à celui du suspect. L'Haïtien de 51 ans est arrêté pour meurtre. Quelque chose à déclarer? Je ne suis pas leur homme. Ils se sont trompés? Oui. C'est pas vous? Non. Vous savez quelque chose? C'était mon meilleur ami. Le sang de Sentil et ses empreintes sont sur la scène de crime, mais ce n'est peut-être pas lui le coupable. Son sang pouvait très bien être dans l'évier pour une autre raison. La défense tenait la route. Il était agent d'entretien et commis de cuisine. Les gens se coupent tout le temps. Et rien ne prouve qu'il ait laissé son empreinte dans le sang de Steven. Il pouvait très bien l'avoir laissé avant. Vous avez trouvé une empreinte ensanglantée de mon client Wilson Sentil dans le restaurant. Et alors? Wilson Sentil, le principal suspect, travaillait dans les cuisines du restaurant le jour du meurtre. Il a donc pu manipuler toutes sortes de couteaux et se blesser. En conséquence, les taches de son sang retrouvées dans l'évier et sur le plan de travail ne constituent pas, aux yeux du procureur, une preuve médico-légale suffisante pour l'inculper. Dans l'attente de trouver d'autres indices plus convaincants, les enquêteurs explorent la piste des motivations. Pour quelles raisons Sentil aurait-il tué, et avec une telle sauvagerie, un homme dont il se prétendait l'ami? Par ailleurs, l'affliction réelle ou feinte qu'il a manifestée peu après le drame laisse penser qu'il n'est pas impliqué dans la mort de Stephen Holmes. Les gens décrivaient Wilson comme un homme travailleur, un bon mari et un bon père de famille. Mais en fouillant son passé, la police fait une découverte. Pourquoi votre empreinte était sur la scène de crime? Ce n'est pas la mienne. Je n'ai pas de sang sur les mains. Il était votre ami? C'était mon meilleur ami. Wilson Sentil continue de nier toute implication dans le meurtre. Ce père de 3 enfants s'investit beaucoup dans la vie de sa paroisse et est très apprécié de ses collègues. Il considère même la victime comme son meilleur ami. Mais les recherches sur son passé révèlent qu'il a un casier judiciaire. 20 ans plus tôt, Sentil a purgé une peine de 4 ans de prison pour coups et blessures et dissimulation d'armes. Et même en cumulant 3 emplois, il a du mal à s'en sortir. D'après ce que j'ai compris, il payait une pension alimentaire pour 2 enfants différents. Ça lui coûtait environ 700 ou 800 $ par mois. Ça fait une sacrée somme. Les preuves médico-légales semblent accuser Wilson Sentil. Mais la police se demande ce que sont devenus les 8 000 $ qui ont disparu du coffre-fort de l'établissement. Les enquêteurs découvrent alors que Sentil est allé dans un magasin de meubles le lendemain du meurtre. Le magasin est équipé de caméras de surveillance. Sur les vidéos, on voit Sentil qui s'acquitte d'une dette de 1 200 $ en liquide et avec des billets de 100 $. Or, le coffre-fort
contenait principalement des billets de 100 $, puisque le soir du meurtre, des chèques cadeaux de cette somme étaient en vente au restaurant. On savait que des billets de 100 $ avaient été volés. Et comme par hasard, il paye sa dette au magasin de meubles juste après le meurtre. C'est bizarre quand même. Sans compter que les enquêteurs font le lien entre les empreintes retrouvées dans le bureau de Steven et les gouttes de sang près de l'évier. Il y avait des traces de pieds qui allaient vers le bureau et des traces de chaussures qui allaient du bureau vers la cuisine. Tout devenait clair. L'accusation pense que Wilson Sentil avait de sérieux problèmes d'argent et que pour lui, cambrioler le restaurant où il travaillait était la seule solution. Comme il s'occupe de l'entretien, il passe au restaurant en dehors des heures d'ouverture. Il sait que la caisse est dans le coffre-fort. Il fait peut-être du bruit dans la cuisine et Steven sort de son bureau pour vérifier qui est là. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? C'est alors qu'il se jette sur lui avec un couteau. Steven court vers son bureau et tente de fermer la porte, mais Sentil parvient à s'y introduire. Steven reçoit une quarantaine de coups de couteau et meurt dans son bureau. Sentil se lave les mains et nettoie le couteau. Il a sûrement le nez qui saigne à cause de la bagarre et son sang coule sur le plan de travail et le robinet. Il prend alors les 8 000 $ qui se trouvent dans le coffre-fort. Comme il sait que la caméra de surveillance a filmé l'agression, il sectionne les fils et emporte le magnétoscope. Ce faisant, il laisse une empreinte partielle sur une chemise qui tombe par terre à l'envers. Il quitte le restaurant avec l'arme du crime, le magnétoscope et ses vêtements tachés de sang. Le procureur pense qu'il est revenu plus tard pour nettoyer. Mais son plan tombe à l'eau lorsqu'il aperçoit le dératiseur qui vient à l'improviste. Personne ne savait qu'il viendrait cette nuit-là, à part Steven. C'était une vraie bénédiction. Steven était le seul à savoir que ce type viendrait. Et heureusement qu'il est passé cette nuit-là, parce que ça a réduit le laps de temps entre le meurtre et le début de l'enquête. La scène de crime a été préservée et Wilson Sentil n'a pas pu revenir pour tout nettoyer. Lorsque les parents de Steven apprennent que Wilson Sentil est le meurtrier de leur fils, ils sont extrêmement choqués. Ils sont également en colère, car quelques heures après la mort de Steven, Sentil est venu leur présenter ses condoléances. On a écouté tous ces mensonges. Il est venu chez nous. Je n'arrive pas à y croire. Quand on a su que c'était lui, ça nous a fait bizarre. Il a quand même eu le culot de venir chez nous, dans notre maison. J'ai encore du mal avec ça. Wilson Sentil est jugé et reconnu coupable d'assassinat. Il est condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il aurait pu être condamné à la peine capitale, mais la famille de Steven s'y est opposée. Je suis contre la peine de mort. Ma foi me l'interdit et c'est aussi ma conviction personnelle. Donc j'ai préféré oublier ça et me dire que de toute façon, ce sera une plus grande souffrance pour lui d'être en prison, au lieu de juste mourir comme ça. Sentil a laissé des preuves derrière lui. Il aurait pu justifier la présence de certaines d'entre elles, mais pas toutes. La police scientifique a fait un travail incroyable. C'est grâce à elle que l'affaire a été résolue. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en la police et je suis vraiment contente que de tels progrès aient été faits. J'espère que ça continuera. Ce sont les sciences médico-légales qui ont permis de résoudre cette affaire. C'est grâce à elles qu'on a pu mettre Wilson Sentil derrière les barreaux. Sans ça, il serait libre aujourd'hui. Dans le but de voler quelques milliers de dollars pour rembourser ses dettes et s'acquitter de ses pensions alimentaires,
Wilson Saint-Hill n'a pas hésité à tuer avec une violence extraordinaire celui qu'il considérait comme son meilleur ami. Il l'a poignardé à 40 reprises. Il l'a poursuivi dans les recoins de la cuisine pour l'achever sans la moindre pitié. En dehors de traduire une détermination barbare, cette attitude nous semble incompréhensible. Pourquoi Saint-Hill ne s'est-il pas entretenu de ses difficultés avec Stephen Holmes, qui aurait pu l'aider? Pourquoi n'a-t-il pas renoncé à son projet de cambriolage lorsqu'il s'est aperçu que son ami se trouvait encore à l'intérieur du restaurant? Pourquoi a-t-il sacrifié sa vie et sa propre liberté? Pourquoi est-il allé jusqu'au bout de l'horreur? Nous n'obtiendrons jamais de réponse à ces questions. Mais dans la cellule où il croupit désormais pour le restant de ses jours, Saint-Hill réussira-t-il à trouver l'explication qui pourrait lui apporter un semblant de paix?